Chapitre 3. Christine, Christine. La première pensée de Raoul, après la disparition fantastique de Christine Daae, avait été pour accuser Éric. Il ne doutait plus du pouvoir quasi surnaturel de l'ange de la musique, dans ce domaine de l'opéra, où celui-ci avait diaboliquement établi son empire. Et Raoul s'était rué sur la scène, dans une folie de désespoir et d'amour. « Christine, Christine !» gémissait-il, éperdu, l'appelant comme elle devait l'appeler, du fond de ce gouffre obscur où le monstre l'avait emporté comme une proie, toute frémissante encore de son exaltation divine, toute vêtue du blanc linceul dans lequel elle s'offrait déjà aux anges du paradis. « Christine, Christine !» répétait Raoul, et il lui semblait entendre les cris de la jeune fille à travers ces planches fragiles qui le séparaient d'elle. Il se penchait, il écoutait, il errait sur le plateau comme un insensé. Ah, descendre, descendre, descendre dans ce puits de ténèbres dont toutes les issues lui sont fermées. Ah, cet obstacle fragile qui glisse à l'ordinaire si facilement sur lui-même pour laisser apercevoir le gouffre où tout son désir tend. Ces planches que son pas fait craquer et qui sonnent sous son poids, le prodigieux vide des dessous. Ces planches sont plus qu'immobiles ce soir. Elles paraissent immuables. Elles se donnent des airs solides, de n'avoir jamais remué. Et voilà que des escaliers qui permettent de descendre sous la scène sont interdits à tout le monde. « Christine, Christine !» On le repousse en riant. On se moque de lui. On croit qu'il a la cervelle dérangée, le pauvre fiancé. Dans quelle course forcenée, parmi les couloirs de nuit et de mystère connus de lui seul, Éric a-t-il entraîné la pure enfant jusqu'à ce repère affreux de la chambre Louis-Philippe, dont la porte s'ouvre sur ce lac d'enfer. « Christine, Christine !» Tu ne réponds pas. Es-tu seulement encore vivante, Christine ? N'as-tu point exhalé ton dernier souffle dans une minute de surhumaine horreur sous la laine embrasée du monstre ? D'affreuses pensées traversent comme de foudroyants éclairs le cerveau congestionné de Raoul. Évidemment, Éric a dû surprendre leur secret, savoir qu'il était trahi par Christine. Quelle vengeance va être la sienne ? Que n'oserait l'ange de la musique précipiter du haut de son orgueil ? Christine, entre les bras tout-puissants du monstre, est perdue. Et Raoul pense encore aux étoiles d'or qui sont venues la nuit dernière errer sur son balcon. Que ne les a-t-il foudroyées de son arme impuissante ? Certes, il y a des yeux extraordinaires d'hommes qui se dilatent dans les ténèbres et brillent comme des étoiles ou comme les yeux des chats. Certains hommes albinos, qui paraissent avoir des yeux de lapin le jour, ont des yeux de chat la nuit. Chacun sait cela. Oui, c'était bien sûr Éric que Raoul avait tiré. Que ne l'avait-il tué ? Le monstre s'était enfui par la gouttière comme les chats, ou les forçats. Qui ? Chacun sait encore cela. Escaladerait le ciel à pic avec l'appui d'une gouttière. Sans doute Éric méditait-il encore quelque entreprise décisive contre le jeune homme, mais il avait été blessé et il s'était sauvé pour se retourner contre la pauvre Christine. Ainsi pense cruellement le pauvre Raoul en courant à la loge de la chanteuse. « Christine, Christine !» Des larmes amères brûlent les paupières du jeune homme, qui aperçoit épars sur les meubles les vêtements destinés à vêtir sa belle fiancée à l'heure de leur fuite. Ah, que n'a-t-elle voulu partir plus tôt ? Pourquoi avoir tant tardé ? Pourquoi avoir joué avec la catastrophe menaçante, avec le cœur du monstre ? Pourquoi avoir voulu, pitié suprême, jeter en pâture dernière à cette âme de démon ce chant céleste ? Ange pur, ange radieux, portez mon âme au sein des cieux. Raoul,
dont la gorge roule des sanglots, des serments et des injures, tâte de ses paumes malhabiles la grande glace qui s'est ouverte un soir devant lui, pour laisser Christine descendre au ténébreux séjour. Il appuie, il presse, il tâtonne, mais la glace, il paraît, n'obéit qu'à Éric. Peut-être les gestes sont-ils inutiles avec une glace pareille, peut-être suffirait-il de prononcer certains mots. Quand il était tout petit enfant, on lui racontait qu'il y avait des objets qui obéissaient ainsi à la parole. Tout à coup, Raoul se rappelle une grille donnant sur la rue Scribe, un souterrain montant directement du lac à la rue Scribe. Oui, Christine lui a bien parlé de cela. Et après avoir constaté, hélas, que la lourde clé n'est plus dans le coffret, il n'en court pas moins à la rue Scribe. Le voilà dehors. Il promène ses mains tremblantes sur les pierres cyclopéennes. Il cherche des issues. Il rencontre des barreaux. Sont-ce ceux-là ou ceux-là? Ou encore, n'est-ce point ce soupirail? Il plonge des regards impuissants entre les barreaux. Quelle nuit profonde là-dedans. Il écoute. Quel silence. Il tourne autour du monument. Ah, voici de vastes barreaux, des grilles prodigieuses. C'est la porte de la cour de l'administration. Raoul court chez la concierge. Pardon, madame, vous ne pourriez pas m'indiquer une porte grillée? Oui, une porte faite de barreaux de fer, qui donne sur la rue Scribe et qui conduit au lac. Vous savez bien, le lac. Oui, le lac, quoi. Le lac qui est sous la terre de l'opéra. Monsieur, je sais bien qu'il y a un lac sous l'opéra, mais je ne sais quelle porte y conduit. Je n'y suis jamais allée. Et la rue Scribe, madame, la rue Scribe. Y êtes-vous jamais allée dans la rue Scribe? Elle rit. Elle éclate de rire. Raoul s'enfuit en mugissant. Il bondit, grimpe des escaliers, en descend d'autres, traverse toute l'administration, se retrouve dans la lumière du plateau. Il s'arrête. Son cœur bat à se rompre dans sa poitrine haletante. Si on avait retrouvé Christine Daae. Voici un groupe, il interroge. Pardon, messieurs, vous n'avez pas vu Christine Daae? Et l'on rit. À la même minute, le plateau gronde d'une rumeur nouvelle, et dans une foule d'habits noirs qui l'entoure de forts mouvements de bras explicatifs, apparaît un homme qui, lui, semble fort calme et montre une mine aimable, toute rose et toute joufflue, encadrée de cheveux frisés, éclairée par 2 yeux bleus d'une sérénité merveilleuse. L'administrateur Mercier désigne le nouvel arrivant au vicomte de Chagny en lui disant « Voici l'homme, monsieur, à qui il faudra désormais poser votre question. Je vous présente monsieur le commissaire de police, Mifroi. » Ah, monsieur le vicomte de Chagny. Enchanté de vous voir, monsieur, fait le commissaire. Si vous voulez prendre la peine de me suivre. Et maintenant, où sont les directeurs? Où sont les directeurs? Comme l'administrateur se tait, le secrétaire Rémy prend sur lui d'apprendre à monsieur le commissaire que messieurs les directeurs sont enfermés dans leur bureau et qu'ils ne connaissent encore rien de l'événement. Est-il possible? Allons à leur bureau. Et monsieur Mifroi, suivi d'un cortège toujours grossissant, se dirige vers l'administration. Mercier profite de la cohue pour glisser une clé dans la main de Gabriel. « Tout cela tourne mal, lui murmure-t-il. Va donc donner de l'air à la mère Géry. » Et Gabriel s'éloigne. Bientôt, on est arrivé devant la porte directoriale. C'est en vain que Mercier fait entendre ses objurgations. La porte ne s'ouvre pas. « Ouvrez, au nom de la loi !» commande la voix claire et un peu inquiète de monsieur Mifroi. Enfin, la porte s'ouvre. On se précipite dans les bureaux, sur les pas du commissaire. Raoul est le dernier à entrer. Comme il se dispose à suivre le groupe dans l'appartement, une main se pose sur son épaule et il entend ces mots prononcés à son oreille. « Les secrets d'Éric ne regardent personne !» Il se retourne en étouffant un cri. La main qui s'était posée sur son épaule est maintenant sur les lèvres d'un personnage au teint d'ébène, aux yeux de jade et coiffé d'un bonnet d'astracan.
le perçant. L'inconnu prolonge le geste qui recommande la discrétion, et dans le moment que le vicomte, stupéfait, va lui demander la raison de sa mystérieuse intervention, il salue et disparaît. Chapitre 4. Révélations étonnantes de Madame Giry relatives à ses relations personnelles avec le fantôme de l'opéra. Avant de suivre monsieur le commissaire de police mi-froid chez messieurs les directeurs, le lecteur me permettra de l'entretenir de certains événements extraordinaires qui venaient de se dérouler dans ce bureau où le secrétaire Rémy et l'administrateur Mercier avaient en vain tenté de pénétrer, et où messieurs Richard et Moncharmin s'étaient si hermétiquement enfermés dans un dessein que le lecteur ignore encore, mais qu'il est de mon devoir historique, je veux dire, de mon devoir d'historien, de ne point lui celer plus longtemps. J'ai eu l'occasion de dire combien l'humeur de messieurs les directeurs s'était désagréablement modifiée depuis quelque temps. Et j'ai fait entendre que cette transformation n'avait pas dû avoir pour unique cause la chute du lustre dans les conditions que l'on sait. Apprenons donc au lecteur, malgré tout le désir qu'auraient messieurs les directeurs, qu'un tel événement resta à jamais caché, que le fantôme était arrivé à toucher tranquillement ses premiers 20 000 francs. Ah, il y avait eu des pleurs et des grincements de dents. La chose, cependant, s'était faite, le plus simplement du monde. Un matin, messieurs les directeurs avaient trouvé une enveloppe toute préparée sur leur bureau. Cette enveloppe portait comme suscription « À monsieur le fantôme de l'opéra », personnel, et était accompagnée d'un petit mot du fantôme de l'opéra lui-même. Le moment d'exécuter les clauses du cahier des charges est venu. Vous glisserez 20 billets de 1000 francs dans cette enveloppe que vous cachetterez de votre propre cachet et vous la remettrez à Madame Giry qui fera le nécessaire. Messieurs les directeurs ne se le firent pas dire 2 fois. Sans perdre de temps à se demander encore comment ces missions diaboliques pouvaient parvenir dans un cabinet qu'ils prenaient grand soin de fermer à clé, il trouvait l'occasion bonne de mettre la main sur le mystérieux maître chanteur. Et après avoir tout raconté sous le sceau du plus grand secret à Gabriel et à Mercier, ils mirent les 20 000 francs dans l'enveloppe et confièrent celle-ci sans demander d'explication à Madame Giry, réintégrée dans ses fonctions. L'ouvreuse ne marqua aucun étonnement. Je n'ai point besoin de dire si elle fut surveillée. Du reste, elle se rendit immédiatement dans la loge du fantôme et déposa la précieuse enveloppe sur la tablette de l'appui-main. Les 2 directeurs, ainsi que Gabriel et Mercier, étaient cachés de telle sorte que cette enveloppe ne fut point par eux perdue de vue une seconde, pendant tout le cours de la représentation et même après, car, comme l'enveloppe n'avait pas bougé, ceux qui la surveillaient ne bougèrent pas davantage, et le théâtre se vida, et Madame Giry s'en alla cependant que messieurs les directeurs, Gabriel et Mercier, étaient toujours là. Enfin, ils se lassèrent, et l'on ouvrit l'enveloppe après avoir constaté que les cachets n'en avaient point été rompus. À première vue, Richard et Moncharmin jugèrent que les billets étaient toujours là. Mais à la seconde vue, ils s'aperçurent que ce n'étaient plus les mêmes. Les 20 vrais billets étaient partis et avaient été remplacés par 20 billets de la sainte farce. Ce fut de la rage et puis aussi de l'effroi. « C'est plus fort que chez Robert Houdin !» s'écria Gabriel. « Oui, » répliqua Richard, « et ça coûte plus cher. » Moncharmin voulait qu'on courût chercher le commissaire. Richard s'y opposa. Il avait sans doute son plan. Il dit « Ne soyons pas ridicules. Tout Paris rirait. Le fantôme de l'opéra a gagné la première manche. Nous remporterons la seconde. » Il pensait avidement à la mensualité suivante. Tout de même, ils avaient été si parfaitement joués qu'ils ne purent, pendant les semaines qui suivirent, surmonter un certain accablement. Et c'était, ma foi, bien compréhensible, si le commissaire ne fut point appelé dès lors,
c'est qu'il ne faut pas oublier que messieurs les directeurs gardaient tout au fond d'eux-mêmes la pensée qu'une aussi bizarre aventure pouvait n'être qu'une haïssable plaisanterie montée, sans doute, par leurs prédécesseurs, et dont il convenait de ne rien divulguer avant d'en connaître le fin mot. Cette pensée, d'autre part, se troublait par instants chez Moncharmin d'un soupçon qui lui venait relativement à Richard lui-même, lequel avait quelquefois des imaginations burlesques. Et c'est ainsi que, prêts à toutes les éventualités, ils attendirent les événements en surveillant et en faisant surveiller la mère Giry, à laquelle Richard voulut qu'on ne parlât de rien. « Si elle est complice, disait-il, il y a beau temps que les billets sont loin. Mais pour moi, ce n'est qu'une imbécile. » « Il y a beaucoup d'imbéciles dans cette affaire, » avait répliqué Moncharmin, songeur. « Est-ce qu'on pouvait se douter ?» gémit Richard. « Mais n'aie pas peur. La prochaine fois, toutes mes précautions seront prises. » Et c'est ainsi que la prochaine fois était arrivée. Cela tombait le jour même qui devait voir la disparition de Christine Daae. Le matin, une missive de fantôme qui leur rappelait l'échéance. « Faites comme la dernière fois », enseignait aimablement le fantôme de l'opéra. « Ça s'est très bien passé. Remettez l'enveloppe dans laquelle vous aurez glissé les 20 000 francs à cette excellente Madame Giry. » Et la note était accompagnée de l'enveloppe coutumière. Il n'y avait plus qu'à la remplir. Cette opération devait être accomplie le soir même, une demi-heure avant le spectacle. C'est donc une demi-heure environ avant que le rideau se lève sur cette trop fameuse représentation de Faust que nous pénétrons dans l'antre directorial. Richard montre l'enveloppe à Moncharmin, puis il compte devant lui les 20 000 francs et les glisse dans l'enveloppe, mais sans fermer celle-ci. « Et maintenant, dit-il, appelle-moi la mère Giry. » On alla chercher la vieille, elle entra en faisant une belle révérence. La dame avait toujours sa robe de taffetas noir, dont la teinte tournait à la rouille et au lilas, et son chapeau aux plumes couleur de suie. Elle semblait de belle humeur. Elle dit tout de suite « Bonsoir, messieurs. C'est sans doute encore pour l'enveloppe ?»« Oui, madame Giry, » dit Richard, avec une grande amabilité. « C'est pour l'enveloppe. Et pour autre chose aussi. À votre service, monsieur le directeur, à votre service. Et quelle est cette autre chose, je vous prie ? D'abord, madame Giry, j'aurais une petite question à vous poser. »« Faites, monsieur le directeur, madame Giry est là pour vous répondre. »« Vous êtes toujours bien avec le fantôme ?»« On ne peut mieux, monsieur le directeur, on ne peut mieux. »« Ah, vous nous en voyez enchantés. »« Dites donc, madame Giry, prononça Richard en prenant le ton d'une importante confidence. Entre nous, on peut bien vous le dire, vous n'êtes pas une bête. »« Mais, monsieur le directeur, » s'exclama l'ouvreuse, en arrêtant le balancement aimable des 2 plumes noires de son chapeau couleur de suie. « Je vous prie de croire que ça n'a jamais fait de doute pour personne. » « Nous sommes d'accord. Et nous allons nous entendre. L'histoire du fantôme est une bonne blague, n'est-ce pas ? Eh bien, toujours entre nous, elle a assez duré. » Madame Giry regarda les directeurs comme s'ils lui avaient parlé chinois. Elle s'approcha du bureau de Richard et fit, assez inquiète, « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne vous comprends pas. »« Ah, vous nous comprenez très bien. En tout cas, il faut nous comprendre. Et d'abord, vous allez nous dire comment il s'appelle. »« Qui donc ? » ?»« Celui dont vous êtes la complice, Madame Giry. »« Je suis la complice du fantôme ? Moi ? La complice de quoi ? Vous faites tout ce qu'il veut. Oh, il n'est pas bien encombrant, vous savez. Et il vous donne toujours des pourboires. Je ne me plains pas. Combien vous donne-t-il pour lui porter cette enveloppe ? 10 francs. Mazette, ce n'est pas cher. Pourquoi donc ? Je vous dirai cela tout à l'heure, Madame Giry. En ce moment, nous voudrions savoir pour quelle raison extraordinaire vous vous êtes donné corps et âme à ce fantôme-là plutôt qu'à un autre. Ça n'est pas pour 100 sous ou 10 francs qu'on peut avoir l'amitié et le dévouement de Madame Giry. Ça, c'est vrai.
Et ma foi, cette raison, je peux vous la dire, monsieur le directeur. Certainement, il n'y a pas de déshonneur à ça, au contraire. Nous n'en doutons pas, Mame Giry. Eh bien voilà. Le fantôme n'aime pas que je raconte ses histoires. Ricana Richard. Mais celle-là, elle ne regarde que moi, reprit la vieille. Donc, c'était dans la loge numéro 5. Un soir, j'y trouve une lettre pour moi, une espèce de note écrite à l'encre rouge. Cette note-là, monsieur le directeur. J'aurais pas besoin de vous la lire, je la sais par cœur, et je ne l'oublierai jamais, même si je vivais 100 ans. Et Mame Giry, toute droite, récite la lettre avec une éloquence touchante. Madame, 1825, Mademoiselle Ménétrier, Coryphée, est devenue marquise de Cussy. 1832, Mademoiselle Marie Taglioni, danseuse, est faite comtesse Gilbert des Voisins. 1846, La Sota, danseuse, épouse un frère du roi d'Espagne. 1847, Lola Montes, danseuse, épouse morganatiquement le roi Louis de Bavière et est créée comtesse de Landsfeld. 1848, Mademoiselle Maria, danseuse, devient baronne d'Hermeville. 1870, Thérèse Hessler, danseuse, épouse Don Fernando, frère du roi du Portugal. Richard et Moncharmin écoutent la vieille qui, au fur et à mesure qu'elle avance dans la curieuse énumération de ses glorieux hyménées, s'anime, se redresse, prend de l'audace et finalement, inspirée comme une sibille sur son trépied, lance d'une voix éclatante d'orgueil la dernière phrase de la lettre prophétique. 1885, Meg Giry, impératrice. Épuisée par cet effort suprême, l'ouvreuse retombe sur sa chaise en disant « Messieurs, ceci est assigné le fantôme de l'opéra. J'avais déjà entendu parler du fantôme, mais je n'y croyais qu'à moitié. Du jour où il m'a annoncé que ma petite Meg, la chair de ma chair, le fruit de mes entrailles, serait impératrice, j'y ai cru, tout à fait. En vérité, il n'était point besoin de considérer longuement la physionomie exaltée de Mame Giry pour comprendre ce qu'on avait pu obtenir de cette belle intelligence, avec ces deux mots, fantôme et impératrice. Mais qui donc tenait les ficelles de cet extravagant mannequin? Qui? Vous ne l'avez jamais vu, il vous parle, et vous croyez tout ce qu'il vous dit? Demanda Moncharmin. Oui. D'abord, c'est à lui que je dois que ma petite Meg ait passé Coryphée. J'avais dit au fantôme, pour qu'elle soit impératrice en 1885, vous n'avez pas de temps à perdre, il faut qu'elle soit Coryphée tout de suite. Il m'a répondu, c'est entendu, et il n'a eu qu'un mot à dire à M. Poligny, c'était fait. Vous voyez bien que M. Poligny l'a vu, pas plus que moi, mais il l'a entendu. Le fantôme lui a dit un mot à l'oreille, vous savez bien, le soir où il est sorti si pâle de la loge numéro 5. Moncharmin pousse un soupir. « Quelle histoire !» gémit-il. « Ah !» répond Mame Giry. « J'ai toujours cru qu'il y avait des secrets entre le fantôme et M. Poligny. Tout ce que le fantôme demandait à M. Poligny, M. Poligny l'accordait. M. Poligny n'avait rien à refuser au fantôme. » Tu entends, Richard? Poligny n'avait rien à refuser au fantôme. Oui, j'entends bien, déclara Richard. Monsieur Poligny est un ami du fantôme. Et comme Madame Giry est une amie de Monsieur Poligny, nous y voilà bien, ajouta-t-il, sur un ton fort rude. Même Monsieur Poligny ne me préoccupe pas, moi. La seule personne dont le sort m'intéresse vraiment, je ne le dissimule point, c'est Madame Giry. Madame Giry, vous savez ce qu'il y a dans cette enveloppe? Mon Dieu, non, fit-elle. Eh bien, regardez. Madame Giry glisse dans l'enveloppe un regard trouble, mais qui retrouve aussitôt son éclat. Oh, des billets de 1000 francs, s'écrie-t-elle. Oui, Madame Giry, oui, des billets de 1000, et vous le saviez bien. Moi? Monsieur le directeur? Moi? Je vous jure, ne jurez pas, Madame Giry. Et maintenant, je vais vous dire cette autre chose pour laquelle je vous ai fait venir, Madame Giry. Je vais vous faire arrêter.
Les 2 plumes noires du chapeau couleur de suie, qui affectaient à l'ordinaire la forme de 2 points d'interrogation, se muèrent aussitôt en 2 points d'exclamation. Quant au chapeau lui-même, il oscilla, menaçant sur son chignon en tempête. La surprise, l'indignation, la protestation et l'effroi se traduisirent encore chez la mère de la petite Meg par une sorte de pirouette extravagante, jetée glissade, de la vertu offensée qui la porta d'un bond jusque sous le nez de monsieur le directeur, lequel ne put se retenir de reculer son fauteuil. « Me faire arrêter !» La bouche qui disait cela sembla devoir cracher à la figure de monsieur Richard les 3 dents dont elle disposait encore. Monsieur Richard fut héroïque. Il ne recula plus. Son index menaçant désignait déjà au magistrat absent l'ouvreuse de la loge numéro 5. « Je vais vous faire arrêter, madame Giry, comme une voleuse. »« Répète !» Et madame Giry gifla à tour de bras monsieur le directeur Richard avant que monsieur le directeur Moncharmin n'eût eu le temps de s'interposer. Riposte vengeresse. Ce ne fut point la main desséchée de la colérique vieille qui vint s'abattre sur la joue directoriale, mais l'enveloppe elle-même, cause de tout le scandale, l'enveloppe magique, qui s'entr'ouvrit du coup pour laisser échapper les billets qui s'envolèrent dans un tournoiement fantastique de papillons géants. Les 2 directeurs poussèrent un cri, et une même pensée les jeta tous les 2 à genoux, ramassant fébrilement et compulsant en hâte les précieuses paperasses. « Ils sont toujours vrais, mon Charmin ? Ils sont toujours vrais, Richard ? Ils sont toujours vrais !» Au-dessus d'eux, les 3 dents de madame Giry se heurtent dans une mêlée retentissante, pleine de hideuses interjections. Mais on ne perçoit tout à fait bien que ce leitmotiv. « Moi ? Une voleuse, moi !» Elle étouffe, elle s'écrie. « J'en suis ravagée !» Et tout à coup, elle rebondit sous le nez de Richard. « En tout cas, glapit-elle, vous, monsieur Richard, vous devez le savoir mieux que moi où sont passés les 20 000 francs. »« Moi ?» interroge Richard stupéfait. « Et comment le saurais-je » Aussitôt, Moncharmin, sévère et inquiet, veut que la bonne femme s'explique. « Que signifie ceci ?» interroge-t-il. « Et pourquoi, madame Giry, prétendez-vous que monsieur Richard doit savoir mieux que vous où sont passés les 20 000 francs ?» Quant à Richard, qui se sent rougir sous le regard de Moncharmin, il a pris la main de madame Giry et la lui secoue avec violence. Sa voix imite le tonnerre. Elle gronde, elle roule, elle foudroie. « Pourquoi saurais-je mieux que vous où sont passés les 20 000 francs ? Pourquoi ?»« Parce qu'ils sont passés dans votre poche !» souffle la vieille, en le regardant maintenant comme si elle apercevait le diable. C'est au tour de monsieur Richard d'être foudroyé. D'abord par cette réplique inattendue, ensuite par le regard de plus en plus soupçonneux de Moncharmin. Du coup, il perd sa force dont il aurait besoin dans ce moment difficile pour repousser une aussi méprisable accusation. Ainsi, les plus innocents, surpris dans la paix de leur cœur, apparaissent-ils tout à coup, à cause que le coup qui les frappe les fait pâlir, ou rougir, ou chanceler, ou se redresser, ou s'abîmer, ou protester, ou ne rien dire quand il faudrait parler, ou parler quand il ne faudrait rien dire, ou rester sec quand il faudrait s'éponger, ou suer alors qu'il faudrait rester sec. Apparaissent-ils tout à coup, dis-je, coupables. Moncharmin a arrêté l'élan vengeur avec lequel Richard, qui était innocent, allait se précipiter sur madame Giry, et il s'empresse, encourageant, d'interroger celle-ci, avec douceur. « Comment avez-vous pu soupçonner mon collaborateur Richard de mettre 20 000 francs dans sa poche ?»« Je n'ai jamais dit cela !» déclare madame Giry, « attendu que c'était moi-même en personne qui mettais les 20 000 francs dans la poche de monsieur Richard. » Et elle ajouta à mi-voix. « Tant pis, ça y est, que le fantôme me pardonne. » Et comme Richard se reprend à hurler, Moncharmin avec autorité lui ordonne de se taire. « Pardon, pardon, pardon. Laisse cette femme s'expliquer. Laisse-moi l'interroger. » Et il ajoute. « Il est vraiment étrange que tu le prennes sur un ton pareil. Nous touchons au moment où tout ce mystère va s'éclaircir. Tu es furieux, tu as tort. Moi, je m'amuse beaucoup. »
Mme Giry, martyr, relève sa tête où rayonne la foi en sa propre innocence. Vous me dites qu'il y avait 20 000 francs dans l'enveloppe que je mettais dans la poche de M. Richard, mais moi, je le répète, je n'en savais rien, ni M. Richard non plus du reste. Ah, ah, fit Richard, en affectant tout à coup un air de bravoure qui déplut à Moncharmin. Je n'en savais rien non plus. Vous mettiez 20 000 francs dans ma poche et je n'en savais rien. J'en suis fort aise, Madame Giry. Oui, acquiesça la terrible dame. C'est vrai. Nous n'en savions rien, ni l'un ni l'autre. Mais vous avez bien dû finir par vous en apercevoir. Richard dévorerait certainement Madame Giry si Moncharmin n'était pas là. Mais Moncharmin la protège. Il précipite l'interrogatoire. Quelle sorte d'enveloppe mettiez-vous donc dans la poche de M. Richard? Ce n'était point celle que nous vous donnions, celle que vous portiez devant nous, dans la loge numéro 5. Et cependant, celle-là seule contenait les 20 000 francs. Pardon? C'était bien celle que me donnait monsieur le directeur, que je glissais dans la poche de monsieur le directeur, explique la mère Giry. Quant à celle que je déposais dans la loge du fantôme, c'était une autre enveloppe, exactement pareille, et que j'avais toute préparée dans ma manche, et qui m'était donnée par le fantôme. Ce disant, Mme Giry sort de sa manche une enveloppe toute préparée et identique, avec sa souscription à celle qui contient les 20 000 francs. Messieurs les directeurs s'en emparent. Ils l'examinent. Ils constatent que des cachets cachetés de leur propre cachet directorial la ferment. Ils l'ouvrent. Elle contient 20 billets de la Sainte Farce, comme ceux qui les ont tant stupéfiés un mois auparavant. Comme c'est simple, fait Richard. Comme c'est simple, répète plus solennel que jamais Moncharmin. Les tours les plus illustres, répond Richard, ont toujours été les plus simples. Il suffit d'un compère. Ou d'une commère, ajoute de sa voix blanche Moncharmin. Et il continue, les yeux fixés sur Mme Giry, comme s'il voulait l'hypnotiser. C'était bien le fantôme qui vous faisait parvenir cette enveloppe, et c'était bien lui qui vous disait de la substituer à celle que nous vous remettions. C'était bien lui qui vous disait de mettre cette dernière dans la poche de M. Richard. Oh, c'était bien lui. Alors, pourriez-vous nous montrer, madame, un échantillon de vos petits talents? Voici l'enveloppe. Faites comme si nous ne savions rien. À votre service, messieurs. La mère Giry a repris l'enveloppe chargée de ses 20 billets et se dirige vers la porte. Elle s'apprête à sortir. Les deux directeurs sont déjà sur elle. Ah non, on ne nous la fait plus. Nous en avons assez. Nous n'allons pas recommencer. Pardon, messieurs, s'excuse la vieille. Pardon, vous me dites de faire comme si vous ne saviez rien. Eh bien, si vous ne saviez rien, je m'en irai avec votre enveloppe. Et alors, comment la glisseriez-vous dans ma poche? Argumente Richard, que Moncharmin ne quitte pas de l'œil gauche, cependant que son œil droit est fort occupé par Madame Giry. Position difficile pour le regard. Mais Moncharmin est décidé à tout pour découvrir la vérité. Je dois la glisser dans votre poche au moment où vous vous y attendez le moins, monsieur le directeur. Vous savez que je viens toujours, dans le courant de la soirée, faire un petit tour dans les coulisses, et souvent j'accompagne, comme c'est mon droit de mère, ma fille au foyer de la danse. Je lui porte ses chaussons au moment du divertissement, et même son petit arrosoir. Bref, je vais et je viens à mon aise. Messieurs les abonnés s'en viennent aussi. Vous aussi, monsieur le directeur. Il y a du monde, je passe derrière vous, et je glisse l'enveloppe dans la poche de derrière de votre habit. Ce n'est pas sorcier. Ça n'est pas sorcier, gronde Richard, en roulant des yeux de Jupiter tonnant. Ça n'est pas sorcier. Mais je vous prends en flagrant délit de mensonge, vieille sorcière. L'insulte frappe moins l'honorable dame que le coup que l'on veut porter à sa bonne foi. Elle se redresse, hirsute, les trois dents dehors. À cause que ce soir-là, je l'ai passé dans la salle, à surveiller la loge numéro 5 et la fausse enveloppe que vous y aviez déposée. Je ne suis pas descendue au foyer de la danse une seconde. Aussi, monsieur le directeur, ce n'est point ce soir-là que je vous ai remis l'enveloppe, mais à la représentation suivante. Tenez, c'était le soir où monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, à ces mots,
Monsieur Richard arrête brusquement Madame Giry. « Eh, c'est vrai ?» dit-il, songeur. « Je me rappelle maintenant. Monsieur le sous-secrétaire d'État est venu dans les coulisses. Il m'a fait demander. Je suis descendu un instant au foyer de la danse. J'étais sur les marches du foyer. Monsieur le sous-secrétaire d'État et son chef de cabinet étaient dans le foyer même. Tout à coup, je me suis retournée. C'était vous qui passiez derrière moi, Madame Giry. Il me semblait que vous m'aviez frôlé, mais il n'y avait que vous derrière moi. Oh, je vous vois encore. Eh bien oui, c'est ça, monsieur le directeur, c'est bien ça. Je venais de terminer ma petite affaire dans votre poche. Cette poche-là, monsieur le directeur, est bien commode. » Et Madame Giry joint une fois de plus le geste à la parole. Elle passe derrière monsieur Richard, et si prestement que Moncharmin lui-même, qui regarde de ses 2 yeux cette fois, en reste impressionné. Elle dépose l'enveloppe dans la poche de l'une des basques de l'habit de monsieur le directeur. « Évidemment, s'exclame Richard, un peu pâle. C'est très fort de la part du fantôme de l'opéra. Le problème pour lui se posait ainsi. Supprimer tout intermédiaire dangereux entre celui qui donne les 20 000 francs et celui qui les prend. Il ne pouvait mieux trouver que de venir me les prendre dans ma poche sans que je m'en aperçoive, puisque je ne savais même pas qu'ils s'y trouvaient. C'est admirable. »« Oh, admirable sans doute, » surenchérit Moncharmin. « Seulement tu oublies, Richard, que j'ai donné 10 000 francs sur ces 20 000 francs et qu'on n'a rien mis dans ma poche à moi. » Chapitre 5. Suite de la curieuse attitude d'une épingle de nourrice. La dernière phrase de Moncharmin exprimait d'une façon trop évidente le soupçon dans lequel il tenait désormais son collaborateur, pour qu'il n'en résultât point sur le champ une explication orageuse, au bout de laquelle il fut entendu que Richard allait se plier à toutes les volontés de Moncharmin, dans le but de l'aider à découvrir le misérable qui se jouait d'eux. Ainsi arrivons-nous à l'entracte du jardin, pendant lequel monsieur le secrétaire Rémy, à qui rien n'échappe, a si curieusement observé l'étrange conduite de ses directeurs. Et dès lors, rien ne nous sera plus facile que de trouver une raison à des attitudes aussi exceptionnellement baroques et surtout si peu conformes à l'idée que l'on doit se faire de la dignité directoriale. La conduite de Richard et Moncharmin était toute tracée par la révélation qui venait de leur être faite. Premièrement, Richard devait répéter exactement ce soir-là les gestes qu'il avait accomplis lors de la disparition des premiers 20 000 francs. Deuxièmement, Moncharmin ne devait pas perdre de vue une seconde la poche de derrière de Richard dans laquelle Madame Giry aurait glissé les seconds 20 000. À la place exacte où il s'était trouvé lorsqu'il saluait monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, vint se placer monsieur Richard, avec, à quelques pas de là, dans son dos, monsieur Moncharmin. Madame Giry passe, frôle monsieur Richard, se débarrasse des 20 000 dans la poche de la basque de son directeur et disparaît. Ou plutôt, on l'a fait disparaître. Exécutant l'ordre que Moncharmin lui a donné quelques instants auparavant, avant la reconstitution de la scène, Mercier va enfermer la brave dame dans le bureau de l'administration. Ainsi, il sera impossible à la vieille de communiquer avec son fantôme. Et elle se laissa faire, car Mame Giry n'est plus qu'une pauvre figure déplumée, effarée d'épouvante, ouvrant des yeux de volaille ahurie sous une crête en désordre, entendant déjà dans le corridor sonore le bruit des pas du commissaire dont elle est menacée, et poussant des soupirs à fendre les colonnes du grand escalier. Pendant ce temps, monsieur Richard se courbe, fait la révérence, salue, marche à reculons comme s'il avait devant lui ce haut et tout-puissant fonctionnaire qu'est monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Seulement, si de pareilles marques de politesse n'eussent soulevé aucun étonnement dans le cas où devant monsieur le directeur se fût trouvé monsieur le sous-secrétaire d'État, elles causèrent aux spectateurs de cette scène si naturelle, mais si inexplicable, une stupéfaction bien incompréhensible, alors que devant monsieur le directeur, il n'y avait personne. Monsieur Richard saluait dans le vide, se courbait devant le néant et reculait,
marchait à reculons, devant rien. Enfin, à quelques pas de là, M. Moncharmin faisait la même chose que lui. Et repoussant M. Rémy, suppliait M. l'ambassadeur de la Borderie et M. le directeur du Crédit Central de ne point toucher à M. le directeur. Moncharmin, qui avait son idée, ne tenait point à ce que, tout à l'heure, Richard vint lui dire « Les 20 000 francs disparus ». C'est peut-être M. l'ambassadeur, ou M. le directeur du Crédit Central, ou même M. le secrétaire Rémy. D'autant plus que, lors de la première scène de l'aveu même de Richard n'avait, après avoir été frôlé par Madame Giry, rencontré personne dans cette partie du théâtre. Pourquoi donc ? Je vous le demande. Puisqu'on devait exactement répéter les mêmes gestes, rencontrerait-il quelqu'un aujourd'hui ? Ayant d'abord marché à reculons pour saluer, Richard continua de marcher de cette façon, par prudence, jusqu'au couloir de l'administration. Ainsi, il était toujours surveillé par derrière par Moncharmin, et lui-même surveillait ses approches par devant. Encore une fois, cette façon toute nouvelle de se promener dans les coulisses qu'avaient adopté messieurs les directeurs de l'Académie nationale de musique ne devait évidemment point passer inaperçue. On la remarqua. Heureusement pour messieurs Richard et Moncharmin qu'au moment de cette tant curieuse scène, les petits rats se trouvaient à peu près tous dans des greniers. Car messieurs les directeurs auraient eu du succès auprès des jeunes filles. Mais ils ne pensaient qu'à leurs 20 000 francs. Arrivé dans le couloir mi-obscur de l'administration, Richard dit à voix basse à Moncharmin « Je suis sûr que personne ne m'a touché. Maintenant, tu vas te tenir assez loin de moi et me surveiller dans l'ombre jusqu'à la porte de mon cabinet. Il ne faut donner l'éveil à personne et nous verrons bien ce qui va se passer. » Mais Moncharmin réplique « Non, Richard, non. Marche devant. Je marche immédiatement derrière. Je ne te quitte pas d'un pas. » « Mais, s'écrie Richard, jamais comme cela on ne pourra nous voler nos 20 000 francs. »« Je l'espère bien, déclare Moncharmin. »« Alors, ce que nous faisons est absurde. Nous faisons exactement ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois, je t'ai rejoint à ta sortie du plateau, au coin de ce couloir, et je t'ai suivi dans le dos. »« C'est pourtant exact, » soupire Richard, en secouant la tête et en obéissant passivement à Moncharmin. 2 minutes plus tard, les 2 directeurs s'enfermaient dans le cabinet directorial. Ce fut Moncharmin lui-même qui mit la clé dans sa poche. « Nous sommes restés ainsi, enfermés, tous deux, la dernière fois, » fit-il, « jusqu'au moment où tu as quitté l'opéra pour rentrer chez toi. »« C'est vrai ? Et personne n'est venu nous déranger ? » ?»« Personne. » « Alors, interrogea Richard, qui s'efforçait de rassembler ses souvenirs. « Alors j'aurais été sûrement volé dans le trajet de l'opéra à mon domicile. »« Non !» fit sur un ton plus sec que jamais Moncharmin. « Non, ça n'est pas possible. C'est moi qui t'ai reconduit chez toi, dans ma voiture. Les 20 000 francs ont disparu chez toi. Cela ne fait plus pour moi l'ombre d'un doute. » C'était là l'idée qu'avait maintenant Moncharmin. « Cela est incroyable !» protesta Richard. « Je suis sûr de mes domestiques. Et si l'un d'eux avait fait ce coup-là, il aurait disparu depuis. » Moncharmin haussa les épaules, semblant dire qu'il n'entrait pas dans ces détails. Sur quoi Richard commence à trouver que Moncharmin le prend avec lui sur un ton bien insupportable. « Moncharmin, en voilà assez. »« Richard, en voilà trop. »« Tu oses me soupçonner ? » ?»« Oui, d'une déplorable plaisanterie. »« On ne plaisante pas avec 20 000 francs. » « C'est bien mon avis, » déclare Moncharmin, déployant un journal dans la lecture duquel il se plonge avec ostentation. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » demande Richard. « Tu vas lire le journal maintenant ? » ?»« Oui, Richard, jusqu'à l'heure où je te reconduirai chez toi. »« Comme la dernière fois ? » ?»« Comme la dernière fois. » Richard arrache le journal des mains de Moncharmin. Moncharmin se dresse, plus irrité que jamais. Il trouve devant lui un Richard exaspéré qui lui dit, en se croisant les bras sur la poitrine, geste d'insolent défi depuis le commencement du monde, « Voilà, fait Richard, je pense à ceci. Je pense à ce que je pourrais penser si, comme la dernière fois,
après avoir passé la soirée en tête-à-tête avec toi, tu me reconduisais chez moi? Et si, au moment de nous quitter, je constatais que les 20 000 francs avaient disparu de la poche de mon habit, comme la dernière fois? Et que pourrais-tu penser? S'exclama Moncharmin, cramoisi. Je pourrais penser que, puisque tu ne m'as pas quitté d'une semelle, et que selon tes désirs, tu as été le seul à approcher de moi comme la dernière fois, je pourrais penser que si ces 20 000 francs ne sont plus dans ma poche, ils ont bien des chances d'être dans la tienne. Moncharmin bondit sous l'hypothèse. « Oh !» s'écria-t-il, « une épingle de nourrice !»« Que veux-tu faire d'une épingle de nourrice ?»« T'attacher. Une épingle de nourrice, une épingle de nourrice. »« Tu veux m'attacher avec une épingle de nourrice ?»« Oui, t'attacher avec les 20 000 francs. Comme cela, que ce soit ici ou dans le trajet d'ici à ton domicile ou chez toi, tu sentiras bien la main qui tirera ta poche. Et tu verras si c'est la mienne, Richard. »« Ah, c'est toi qui me soupçonnes maintenant. Une épingle de nourrice. » Et c'est dans ce moment que Moncharmin ouvrit la porte du couloir en criant « Une épingle de nourrice! Qui me donnera une épingle de nourrice ?» Et nous savons aussi comment, dans le même instant, le secrétaire Rémy, qui n'avait pas d'épingle de nourrice, fut reçu par le directeur Moncharmin, cependant qu'un garçon de bureau procurait à celui-ci l'épingle tant désirée. Et voici ce qu'il advint. Moncharmin, après avoir refermé la porte, s'agenouilla dans le dos de Richard. « J'espère, dit-il, que les 20 000 francs sont toujours là. »« Moi aussi, fit Richard. »« Les vrais ?» demanda Moncharmin, qui était bien décidé cette fois à ne pas se laisser rouler. « Regarde, moi je ne veux pas les toucher, » déclara Richard. Moncharmin retira l'enveloppe de la poche de Richard et en tira les billets en tremblant. Car cette fois, pour pouvoir constater fréquemment la présence des billets, il n'avait ni cacheté l'enveloppe, ni même collé celle-ci. Il se rassura en constatant qu'ils étaient tous là, fort authentiques. Il les réunit dans la poche de la basque et les épingla avec grand soin. Après quoi, il s'assit derrière la basque, qu'il ne quitta plus du regard, pendant que Richard, assis à son bureau, ne faisait pas un mouvement. « Un peu de patience, Richard, » commanda Moncharmin. « Nous n'en avons plus que pour quelques minutes. La pendule va bientôt sonner les 12 coups de minuit. C'est aux 12 coups de minuit que la dernière fois nous sommes partis. »« Oh, j'aurai toute la patience qu'il faudra. » L'heure passait, lente, lourde, mystérieuse, étouffante. Richard essaya de rire. « Je finirai par croire, fit-il, à la toute-puissance du fantôme. Et en ce moment particulièrement, ne trouves-tu pas qu'il y a dans l'atmosphère de cette pièce un je ne sais quoi qui inquiète, qui indispose, qui effraie ? » ?»« C'est vrai, » ajouta Moncharmin, qui était réellement impressionné. « Le fantôme, » reprit Richard à voix basse, et comme s'il craignait d'être entendu par d'invisibles oreilles. « Le fantôme. Si tout de même c'était un fantôme qui frappait naguère sur cette table, les 3 coups secs que nous avons fort bien entendus, qui y dépose les enveloppes magiques, qui parle dans la loge numéro 5, qui tue Joseph Buquet, qui décroche le lustre et qui nous vole. Car enfin, il n'y a que toi ici, et moi. Et si les billets disparaissent sans que nous y soyons pour rien, ni toi, ni moi, il va bien falloir croire aux fantômes. Aux fantômes. » À ce moment, la pendule sur la cheminée fit entendre son déclenchement et le premier coup de minuit sonna. Les 2 directeurs frissonnèrent. Une angoisse les étreignait, dont ils n'eussent pu dire la cause et qu'ils essayaient en vain de combattre. La sueur coulait sur leur front et le 12e coup résonna singulièrement à leurs oreilles. Quand la pendule se fut tue, ils poussèrent un soupir et se levèrent. « Je crois que nous pouvons nous en aller, » fit Moncharmin. « Je le crois, » obtempéra Richard. « Avant de partir, tu permets que je regarde dans ta poche ? » ?»« Mais comment donc, Moncharmin, il le faut !»« Eh bien ?» demanda Richard à Moncharmin, qui tâtait. « Eh bien, je sens toujours l'épingle. Mais évidemment, comme tu le disais fort bien, on ne peut plus nous voler sans que je m'en aperçoive. »
Mais Moncharmin, dont les mains étaient toujours occupées autour de la poche, hurla. « Je sens toujours l'épingle, mais je ne sens plus les billets !»« Non, ne plaisante pas, Moncharmin, ça n'est pas le moment. Mais t'as toi-même !» D'un geste, Richard s'est défait de son habit. Les deux directeurs s'arrachent la poche. La poche est vide. Le plus curieux est que l'épingle est restée piquée à la même place. Richard et Moncharmin pâlissaient. Il n'y avait plus à douter du sortilège. « Le fantôme !» murmure Moncharmin. Mais Richard bondit soudain sur son collègue. « Il n'y a que toi qui as touché à ma poche. Rends-moi mes 20 000 francs. Rends-moi mes 20 000 francs. » « Sur mon âme, soupire Moncharmin qui semble prêt à se pâmer. Je te jure que je ne les ai pas. » Et comme on frappait encore à la porte, il alla l'ouvrir, marchant d'un pas quasi automatique, semblant à peine reconnaître l'administrateur Mercier, échangeant avec lui des propos quelconques, ne comprenant rien à ce que l'autre lui disait. Et, déposant d'un geste inconscient dans la main de ce fidèle serviteur complètement ahuri, l'épingle de nourrice, qui ne pouvait plus lui servir de rien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Donc on avance dans la partie 2. Je parle pas trop fort là parce que ça dort, il est un petit peu tard. Bon, il est minuit, ça va. Je suis complètement perdue. Alors on n'a toujours pas de Christine. Raoul, c'est absolument pas ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé du côté des directeurs, mais ils n'ont absolument aucune idée de ce qui s'est passé. Bref, je suis complètement paumée. Donc je pense clairement que le fantôme de l'opéra, c'est un homme qui sait utiliser les machines, des histoires de trappes et compagnie, qui sait utiliser peut-être des tours de magie aussi, mais je sais pas, peut-être un petit côté pickpocket, parce qu'il a quand même été chopé, je crois bien, l'enveloppe avec les billets et pas que les billets. Je sais pas, je suis paumée. Raoul, il est complètement fou de stress par rapport à la disparition de Christine. Je suis perdue. Après, il y a un côté, enfin, le truc que je trouve vraiment bien fait, c'est que Gaston Leroux, il nous fait quand même passer par plein d'émotions différentes. Où on sent que les deux amants, là, Christine et Raoul, ça va pas forcément super bien se finir pour eux. Mais alors les parties avec les directeurs, mais c'est super drôle. Ils sont complètement ridicules. Enfin, ils s'en rendent compte, je pense, mais ils en sont arrivés à des extrémités à essayer de trouver des trucs pour essayer, enfin pour arrêter le fantôme et récupérer la thune. Donc plus ça va et plus ils se disent mais c'était pas un coup des anciens directeurs, c'est pas un coup de la concierge, elle est trop bête. Bon, on lui a quand même dit au passage qu'elle était pas bête. Bah, évidemment non. Mais je trouve ça marrant. Je sais pas le faire, mais en fait j'aimerais bien lire les dialogues avec l'accent parisien, le Titi Parigot. Je sais pas bien le faire. Ça peut être drôle. Mais c'est super marrant. Hein. Moi, franchement, je pense que je vais me pencher un peu du côté de Gaston Leroux. Comme je vous avais dit, j'avais essayé le mystère de la chambre jaune en livre, mais je pense que quand j'ai commencé à le lire, c'était sur mon téléphone, sur l'appli Kindle, donc c'est petit, mais moi j'ai déjà fait de lire des livres sur téléphone, mais j'étais au lit, donc je me suis empaffée. Je devais lutter, mais ça ne devait pas être le bon moment pour le lire. Mais je trouve ça très drôle et de mémoire j'avais regardé aussi le film sur, je crois que c'était le mystère de la chambre jaune avec Rouletabille et c'était joué par, c'était pas Daroussin, je l'ai plus, c'est un film qui date un petit peu
et qui était assez marrant parce que Rouletabille, il avait un look un peu à la Tintin. Tintin, la BD. Vous savez, les pantalons un petit peu bouffants et qui sont fermés plus court au niveau du... Enfin, plus court, plus étroit au niveau du mollet. Un peu pantalon de golf peut-être, je dis peut-être des bêtises. Hein. Mais enfin, pantalon ancien quoi, pantalon, vieux pantalon. Et j'ai pas le souvenir que c'était marrant comme ça. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai regardé le film. Hein. Mais ouais, bon, c'est un très bon bouquin, hein, Le fantôme de l'opéra. Bonne pioche, ma foi. Peut-être que Belphégor, ça aurait été plus chiant. Je sais pas. Mais j'aime bien. Je pense que j'ai jamais lu un truc où il y a une espèce d'enquête, on n'est pas tout à fait sur de l'enquête policière non plus, qui soit si drôle et qui soit en même temps... On soupçonne quand même le tragique. On soupçonne... Parce que Eric, le fantôme de l'opéra, l'ange de la musique, c'est la même personne. Mais c'est l'ange de la musique parce que Christine l'a appelé comme ça, parce que c'est quelque chose qu'elle connaissait en fait, que son père lui racontait, mais c'est une personne qui est très... Moi je pense que c'est une personne maintenant. Mais ce fantôme, il est très mystérieux, on sait absolument rien de lui. Bah du coup j'ai envie d'en savoir plus. Je crois me souvenir en plus qu'il y a quelque chose autour d'un masque et compagnie. Je me demande si c'est pas quelqu'un de défiguré. Je dis peut-être des bêtises, je dis peut-être un gros spoil au choix. Mais il me semble bien que le masque du fantôme de l'opéra, il ne prend pas le visage complet. C'est pas non plus un loup. Je crois que c'est quelque chose qui prend un peu un trois quarts de visage et il y a une joue qui est visible. Qui faisait un peu penser le masque du mec à la gueule cassée dans... Ah merde, avec Nucky Thompson. Boardwalk Empire. Il y a un gars qui a survécu à la, je pense, Première Guerre mondiale, qui a dû se prendre une balle ou un truc comme ça. Il est vraiment défiguré, je pense qu'il lui manque son nez. Et si vous voulez, il a un espèce de masque qui fait la moitié de son visage, mais qui prend le nez aussi, il me semble. Ce qui fait qu'on ne voit que ça. Donc c'est assez particulier quand il parle. Mais je crois qu'il est... Enfin... Oui, c'est un mec qui est vraiment très abîmé et qui fait peur. On est sur de... Ah, j'ai pas envie de dire body horror parce que c'est trop, mais on est sur des corps qui sont différents et qui de fait font peur parce qu'on s'y attend pas du tout, j'imagine, à des apparences comme ça. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai enregistré une grosse vidéo avant, j'ai déplacé des tas de bouquins, donc je vais m'arrêter là. À demain pour ceux qui le souhaitent pour les caractères de la bruyère. Il est fort possible qu'il n'y ait qu'un chapitre parce qu'il est énorme. Parce que là on est le jeudi 4 juillet, j'ai pas monté, j'ai une vidéo. J'ai pas monté vendredi, ni samedi, ni aujourd'hui. Et j'ai que un petit bout de caractère de la bruyère, donc je pense qu'il y aura qu'un chapitre. Et sinon, passez un très bon dimanche. J'espère que vous avez du beau temps. Nous, c'est un peu pas terrible. C'est déprimant. Ça donne envie de lire lire de la romance, de patauger joyeusement dans de la guimauve. Donc voilà. À tout bientôt. Rêvez tout grand, lissez tout plein et buvez du chocolat chaud, c'est la saison. Salut!